Jonathan, je suis Jonathan Guyot, cofondateur de Le Fortuise, et j'ai pour mission ce soir d'animer cette conférence autour de la déforestation qui était organisée dans le cadre de l'événement de la Maïs Social Club, le Champ des forêts, et un cycle des conférences sur les forêts que nous animons autour de quatre conférences qui vont essayer de répondre à des questions auxquelles on se pose au quotidien sur la préservation des forêts. Notamment, la première conférence, son sujet, c'était peut-on vraiment préserver les forêts en plantant des arbres? La deuxième que nous avons eu qui a eu lieu en décembre, on s'est posé la question de est-ce qu'on peut préserver les forêts en les mettant sous cloche? Ce soir, nos intervenants tenteront de nous éclairer sur les leviers pour stopper la déforestation, et nous aurons une quatrième conférence en février pour donner finalement une définition à ces forêts. Et je pense que c'est déjà un sujet que nous allons aborder ce soir. Et nous clôturerons ce cycle de conférences le 25 mars avec un atelier de la fresque de la forêt géant qui sera organisé à la Mail Social Club. C'est un outil pédagogique qui a été développé donc, par All Fortuise et qui vous permet de comprendre les causes et les conséquences de la déforestation. Donc, on attend 80 participants. Vous pourrez participer à ce jeu de manière collective. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre le 25 mars prochain pour 3 heures d'atelier. On espère, on attend beaucoup de personnes pour y participer. Et voilà l'enjeu, comment on a construit ce cycle de conférences. On a pris justement les questions que se posent les citoyens qui participent à cet atelier de la fresque de la forêt. On a essayé aussi de créer des conférences autour de débats. Les questions sont forcément très complexes et donc on a essayé d'amener autour de la table des intervenants de qualité qui n'ont pas forcément les mêmes visions du sujet, des questions, pour montrer un petit peu les contradictions qu'il peut y avoir, mais aussi les réponses qu'on peut apporter. Et l'enjeu aussi, c'est de vous éclairer à la fois sur les connaissances, mais aussi sur les leviers d'action que vous pouvez activer au quotidien pour justement préserver les forêts ou lutter contre la déforestation. Et vous l'imaginez bien, ce soir, on sera vraiment dans cette notion d'action, puisque l'enjeu, c'est que d'ici 1 heure, vous puissiez voir, comprendre finalement quels leviers nous avons pour agir au quotidien contre la déforestation. Donc, je vous propose, sans plus attendre, de commencer cette conférence. On est ravis d'accueillir ce soir 2 intervenants. Malheureusement, un troisième intervenant n'a pas pu venir, n'a pas pu être disponible à cause des grèves. Mais nous aurons le plaisir d'avoir donc Alain Carsanti, qui est économiste au CIRAD, et Boris Patentreger, qui est directeur France de Mighty Earth et également fondateur de l'ONG Envolver, tous deux spécialistes des sujets de la déforestation. Et Boris, c'était prévu que tu sois également en visio à la base, puisque tu es au Brésil en ce moment même. Donc, c'est super de t'avoir parmi nous ce soir. Et l'enjeu, vous l'avez compris, le sujet, c'est la déforestation. C'est un sujet qu'on entend parler de plus en plus, notamment tous les étés. On a vu tous les incendies en Amazonie depuis quelques années. On a vu aussi toutes ces images d'orang-outans se débattant contre les bulldozers. Donc, c'est un sujet qui monte aujourd'hui dans le débat public où les citoyens ont des réactions finalement émotionnelles face à ces images accablantes. L'enjeu par rapport à cette indignation, c'est de vous éclairer des causes en fait de cette déforestation qui nous paraît très très éloignée de notre quotidien, mais finalement il y a peut-être des liens très très proches avec nos modes de vie, nos modes de consommation et aussi nos pouvoirs d'action. Donc c'est sur ça qu'on va essayer ce soir d'apporter une réponse. Et donc l'enjeu, la grande mission qu'auront Alain et Boris ce soir, c'est de vous éclairer sur les différents leviers d'action, ce qu'est la déforestation, sa définition. Et l'enjeu du débat ce soir, c'est de voir aussi quels sont les bons niveaux d'action. On parle souvent du pouvoir du citoyen, le pouvoir du consommateur. On parle aussi de l'action des entreprises, voire des politiques publiques nationales, internationales, voire des pays où se déroule cette déforestation. Et l'enjeu, ça va être de voir s'il y a un levier qui semble beaucoup plus impactant pour lutter contre la déforestation.
et on verra tout à l'heure l'état de cette déforestation. Mais alors, avant de lancer le débat, bah, je vais vous proposer de vous présenter donc nos intervenants. Alain Carsanti, vous travaillez depuis 31 ans comme économiste au CIRAD, donc c'est un organisme français de recherche appliqué sur l'agronomie, la coopération internationale. Vous travaillez sur cette thématique de la déforestation via l'approche de la fiscalité forestière, les réglementations, les instruments économiques. Vous avez aussi travaillé énormément sur des questions de réforme des politiques publiques, le foncier, notamment vos pays de prédilection, c'est la partie Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai une question qui me vient tout de suite au niveau de la déforestation, c'est comment on la définit? Qu'est-ce que c'est finalement la déforestation? Et une autre question peut-être un peu sous-jacente qui viendra derrière, est-ce que toute coupe de forêt peut être vraiment définie comme de la déforestation ou on peut parler peut-être d'autres notions qui sont notamment la dégradation de la forêt? Comment vous Mm. définissez cette notion de déforestation? Alors bonsoir, donc moi je ne la définis pas, il y a des institutions. La principale institution, c'est la FAO, qui d'une certaine manière fait référence du point de vue international sur les définitions de la forêt, de la déforestation, de la dégradation. Très clairement, alors il y a plusieurs définitions de la déforestation, puisque on le verra tout à l'heure, dans le monde, il y a des dizaines de définitions différentes de la forêt. Des pays ne définissent pas la forêt de la même manière, le niveau de couvert forestier n'est pas le même, donc ils vont avoir des différences dans la définition de la déforestation, bien évidemment. Alors s'il faut avoir un repère, on peut prendre celui de la FAO. La FAO nous dit, bon, une forêt, c'est 10% de couvert forestier, il faut qu'on ait sur une surface minimale d'un demi-hectare, donc au minimum 0,5 hectare, au moins 10% de couvert forestier, au minimum composés d'arbres qui peuvent atteindre jusqu'à potentiellement 5 mètres de hauteur au minimum, donc ça peut aller beaucoup plus loin, bien sûr, et à l'exclusion de plantations agricoles. Par exemple, les palmiers à huile, ça ressemble, vu d'en haut ou vu d'en bas, à une forêt, mais ce sont disons que nous sommes, c'est tout à fait différent, ce sont des plantes agricoles, et donc de ce point de vue, ce ne sont pas des forêts. L'agroforesterie, les arbres fruitiers, les vergers d'arbres fruitiers ne sont pas considérés comme non plus comme des forêts puisque ce sont des productions à vocation plutôt agricole et alimentaire. Et par contre, des forêts DVA qui vont effectivement fournir du caoutchouc naturel sont considérées comme des forêts, comme des plantations forestières. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas. Le basculement s'est fait à peu près autour des années 2000 quand la FAO a changé sa définition. Avant, les forêts DVA étaient considérées comme des productions agricoles. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ce sont considérées comme des forêts. Donc, ça change un peu les statistiques d'un pays à l'autre, hein. Donc, vous avez, si vous voulez, vous avez une dimension, bon, faut pas non plus trop exagérer, mais vous avez en tout cas une dimension de construction institutionnelle, construction sociale autour de ce que c'est que la forêt, les définitions. Voilà, il n'y a pas une définition qui est simple et qui est partagée par tout le monde. Alors à partir de là, la déforestation, eh bien, pour la FAO, c'est quand on passe, si vous voulez, de 11% de couvert forestier à 10% de couvert forestier, c'est-à-dire que quand on franchit un certain seuil. Donc il y a un problème d'effet de seuil qui est bien connu dans beaucoup dans beaucoup de problématiques. Et ce que nous dit la FAO aussi de manière très importante, c'est que euh, la déforestation, c'est un changement sur le long terme, le moyen terme d'usage des terres. C'est-à-dire que, par exemple, si une forêt est coupée à blanc pour de l'exploitation, pardon, pour l'exploitation papetière, par exemple, mais que derrière, il y a replantation, on sait qu'il va y avoir replantation parce que la vocation forestière ne change pas. Donc, il n'y a pas, même s'il n'y a plus d'arbres pendant un certain temps après une coupe rase, eh bien, si le projet, le plan, c'est de replanter, reboiser ou de laisser faire une régénération naturelle, ce n'est pas de la déforestation, même s'il n'y a plus un seul arbre sur le terrain pendant quelque temps. Pareil, après des incendies, si effectivement les incendies, si après l'incendie, l'intention du gouvernement et de l'État, c'est que la forêt repousse, ce n'est pas de la déforestation, c'est temporaire. Et pareil aussi pour l'agriculture itinérante sur brûlis, qu'on va trouver beaucoup en Afrique ou dans les pays tropicaux en général, avec des paysans qui vont couper de la forêt,
cultiver pendant 2 ou 3 ans, les terres. Ensuite, au bout de 2 ou 3 ans, il y a la fertilité diminue, les mauvaises herbes envahissent le terrain et donc on va aller prendre, défricher, couper une nouvelle partie de forêt pour établir des champs et puis, on va laisser en jachère cette terre où une forêt secondaire va se rétablir, très rapidement. Puis on reviendra au bout de peut-être, 7-8 ans, 10 ans, ça dépend un petit peu des durées de jachère. Donc c'est l'agriculture rotative, mais pour la FAO, ce n'est pas de la déforestation aussi puisque, on sait que la forêt va repousser, voilà. Donc c'est dès qu'on coupe des arbres, ce n'est pas forcément la déforestation et là, on a une autre notion qui est celle de la dégradation. Alors la dégradation, c'est un peu plus compliqué. Une des manières de la prendre en compte, bah, c'est de partir de cette définition de la déforestation de la FAO. Une forêt, c'est à partir de 10. Donc vous partez de 100, vous coupez des arbres, vous arrivez 80, 70. Voilà, tout ça, c'est le processus de dégradation jusqu'à arriver à ce seuil fatigue de 10. Donc en 11 vous êtes dans une forêt dégradée et à 9 de couvert forestier, vous n'êtes plus dans la forêt, vous êtes dans des autres surfaces boisées, selon la FAO. Maintenant, il y a beaucoup de définitions de la dégradation. Génériquement, on peut dire que c'est le fait qu'une forêt rende moins de services écologiques, y compris de services d'approvisionnement, c'est-à-dire de bois, de fibres et autres, qu'une forêt intouchée. Mais derrière, après, il y a beaucoup effectivement disons, de compréhension possible de cette notion de dégradation. Je pense qu'on y reviendra. Merci beaucoup, donc Alain. Donc on voit une définition assez complexe, peut-être on verra aussi, imparfaite. Je voulais rebondir justement sur, une notion. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de coupes rases en France? Est-ce qu'on peut considérer que c'est de la déforestation, est-ce qu'il y a de la déforestation en France justement sur ce point-là? Non, non, parce que précisément selon cette définition de la FAO, les coupes rases, à moins que ce soit pour faire, je ne sais pas moi, un champ de panneaux solaires, où là on change d'usage des terres. Mais si c'est une coupe rase telle qu'on les fait dans les forêts des Landes ou dans d'autres forêts, par exemple, pour ensuite reboiser, replanter, des pins maritimes, par exemple, on fait ça depuis plus d'un siècle et effectivement, ce n'est pas de la déforestation. Alors on peut discuter de l'impact écologique que ça peut avoir sur les sols et sur la biodiversité, mais effectivement, ce n'est pas de la déforestation et alors globalement, la déforestation, c'est, pratiquement à 95 une affaire de pays tropicaux, une affaire de pays en développement. Il y a, les forêts dans la partie nord de l'hémisphère, quand je dis la partie nord, je vais intégrer également la Nouvelle-Zélande, voilà, voire l'Australie, disons, même s'ils ne sont pas au nord, bien sûr, mais on va dire les vieux pays industrialisés. On peut inclure également la Chine qui a un accroissement de sa surface forestière. Les forêts dans les zones tempérées, les zones boréales sont en expansion. Elles sont en expansion, pourquoi? Parce que, il y a, tout simplement moins de population, moins de pression agricole, les terres marginales ont été abandonnées par l'agriculture. On voit très bien ça en France. En France, la forêt augmente. J'ai plus les chiffres en tête, mais elle augmente de manière significative chaque année depuis maintenant assez longtemps. Tout simplement parce qu'il y a moins de ruralité, plus, l'agriculture est assez productive et donc les terres marginales sont abandonnées aux forêts et par contre, la déforestation va se retrouver dans les pays en développement. Donc voilà, donc pour répondre à la question, non, une coupe rase, ce n'est pas de la déforestation. Ça peut être interprété comme une perte temporaire de couverts forestiers, mais ce n'est pas de la déforestation au sens de la FAO. Ce n'est pas un changement d'usage des terres. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer, la parole donc à Boris Patentreger. Donc, tu es titulaire d'un master en écologie végétale. Tu as travaillé au sein de plusieurs organisations, notamment pendant 5 ans au WWF en France, en tant que chargé de programme conservation forestière, sur les questions liées au soja, à l'huile de palme et au papier. Tu n'as pas quitté ce sujet depuis des années. Mais entre-temps, tu as cofondé Envolver, une association de protection des forêts, de développement aussi. Vous travaillez à travers le monde, notamment en Amérique latine, mais aussi depuis quelques années en France pour accompagner les populations locales qui souhaitent préserver leurs forêts, de développer des alternatives économiques à la déforestation. Donc, tu as été à la fois sur le plaidoyer, mais aussi sur le terrain. Et depuis quelques temps maintenant, un peu presque un an maintenant, je crois, tu as rejoint donc l'ONG Mighty Earth en tant que directeur France. Donc, c'est une organisation de plaidoyer. Vous faites du plaidoyer à destination notamment des entreprises, de l'industrie qui génèrent de la déforestation.
Ma première question, c'est justement, Alain nous a défini ce qu'était la déforestation du point de vue de la FAO. Attends, est-ce que tu peux nous la quantifier à l'échelle mondiale? Où sont ces fronts de déforestation et de nous éclairer sur les principaux moteurs de cette déforestation à l'échelle mondiale? Eh bien, merci Jonathan pour l'introduction. Et en effet, j'ai travaillé sur ces sujets depuis longtemps. Euh, Globalement, c'est intéressant comme l'a dit Alain, de voir que cette déforestation, c'est-à-dire cette perte de couverts forestiers et ce changement d'usage des sols a lieu principalement dans les pays tropicaux. Comme on peut le voir sur les principaux fronts de déforestation, qui regroupent la majorité de la déforestation. C'est un travail qui a été fait par le WWF. Euh, Juste pour quantifier, bon, c'est des chiffres qu'on donne, mais ça permet d'avoir une idée au niveau mondial. C'est à peu près 10 terrains de football par minute qui disparaissent. Euh, L'évolution de la déforestation, on va dire qu'elle a un petit peu baissé ces derniers temps. Elle s'est un peu diversifiée justement dans différentes zones. Il y a des pays qui restent toujours très très en avance, enfin qui restent très très importants en termes de déforestation, notamment le Brésil, qui est toujours le premier pays avec le plus de déforestation. Mais on peut voir aussi d'autres fronts peut-être moins connus, où il y a aussi beaucoup de déforestation. Mais globalement, ceux où il y a eu vraiment le plus gros de la déforestation, on va dire une déforestation de plus de 10% depuis les années 2000, c'est donc l'Amazonie qu'on connaît bien, l'Indonésie avec Sumatra et Bornéo. Mais il y a des zones qu'on connaît moins bien et ça, c'est important de les identifier aussi, comme le Cerrado. Donc, on pose la question de savoir si c'est une forêt aussi ou pas. Le Grand Chaco, donc au sud de l'Amérique latine, mais également des zones du Mékong où il y a eu voilà, beaucoup de déforestation, plus de 10%, comme je vous dis, du couvert depuis les années 2000 qui a été remplacé par d'autres usages. Ensuite, on va dire qu'il y a différents moteurs. L'Afrique centrale, et je laisserai Alain compléter sur ce sujet, est un peu plus spécifique avec justement cette question d'agriculture, voilà, des cultures sur brûlis, etc. Moins de grandes cultures, même s'il y en a aussi, qui participent à la déforestation. Par contre, ce qu'on voit en Indonésie et en Amérique latine, c'est quand même assez souvent les mêmes dynamiques, enfin des dynamiques agricoles, plutôt d'agribusiness, plutôt à vocation d'exportation, même si on peut poser la question sur le bœuf au Brésil. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le Brésil, par exemple, c'est le plus gros de la déforestation, en tout cas en surface, c'est l'élevage bovin. Il y a le soja aussi qui intervient, mais on va dire que c'est une dynamique, pas forcément, c'est pas forcément que l'élevage bovin qui est le responsable, même si en surface, c'est ce qui est le plus important. Mais voilà, c'est une dynamique de changement d'usage des sols et d'intérêt aussi foncier, qui font qu'après une transformation d'une forêt en un autre usage, donc un pâturage pour le bovin, il peut y avoir des appétits autres pour l'intérêt foncier de la terre pour devenir une culture de soja. En général, c'est maïs-soja. Et il peut aussi y avoir la canne à sucre également. Voilà. Donc, c'est vraiment c'est des dynamiques qui sont imbriquées. Et donc, bien évidemment, la déforestation est une problématique complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces matières premières, elles sont donc utilisées aussi à l'export, mais aussi consommées localement. Je pense notamment, pour parler du Brésil, de l'élevage bovin, avec le bœuf qui est consommé localement. Euh, mais une grande partie qui a été exportée, notamment pour le soja qui est donc massivement exporté, et notamment en Europe. L'Indonésie, l'Asie du Sud-Est, c'est plutôt la question de l'huile de palme, de la pâte à papier, mais aussi bien d'autres matières premières. Alors, ce qui est intéressant dans ce graphique on partage là, c'est de voir donc là, c'est la déforestation c'est fait par le World Resources Institute, donc chacun a sa façon de compter la déforestation. La FAO qu'a évoqué Alain est peut-être une autre façon d'évaluer. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir que c'est des pays qui peut-être ne sont pas forcément, qu'on n'a pas forcément identifiés. Je pense à la Bolivie qui se classe troisième en termes de perte de couverts forestiers. Non, de forêt Euh, primaire, hein, attention, c'est oui, tout à fait. effectivement, c'est vraiment les vieilles forêts, etc. La déforestation est beaucoup plus importante que ça, en fait. Oui, tout à fait, tu as raison, Alain, merci de compléter. Mais voilà, en tout cas, le Brésil, voilà, il reste premier que ce soit sur les forêts et sur les forêts primaires également. Euh, donc voilà, donc ce sont des problématiques qui sont complexes, imbriquées. Et peut-être ce qu'il faudrait rajouter pour être complet, c'est de dire que voilà, il y a là, bien sûr cet aspect dégradation. Là, on parle de déforestation, mais
Mais par exemple, en Europe et en France, en l'occurrence, comme l'a dit Alain concernant les forêts, en général, quand on coupe une forêt, on laisse l'usage forêt derrière, il n'y a pas de changement d'usage des sols. Mais on peut imaginer à venir peut-être d'autres enjeux, notamment énergétiques, avec ce qui se passe au niveau mondial, et avec peut-être des pressions plus quantitatives que des pressions qualitatives sur les forêts françaises. Pour être plus précis, aujourd'hui, on va plutôt transformer des forêts de feuillus mixtes en France par des forêts à essence plus rapide, en général plus proches de monoculture. Et donc, c'est pour ça qu'on perd en qualité de forêt qu'en quantité pour le moment, et qu'on a aussi une déprise agricole dans les montagnes, donc ce qui fait qu'on a plutôt une forêt qui reste stable, voire qui augmente. Mais peut-être que ça peut évoluer avec notamment ces questions énergétiques, parce qu'on sait que quand il y a des besoins énergétiques, en général, on se retourne vers ce qui est facilement accessible, à savoir le bois. Donc voilà les questions qu'on peut se poser aussi sur la France par rapport aux usages de la forêt. Mais voilà, aujourd'hui, les surfaces sont incomparables. On a beaucoup parlé, bien sûr, des feux de forêt cette année. C'est 62 000 hectares à peu près qui ont été déboisés. Comparativement avec ce qui se passe dans d'autres régions, ça reste encore assez marginal, même si en surface proportionnelle à la France, c'était quand même assez important. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, donc un des plus gros vecteurs de la déforestation, si on comprend bien, c'est la question agricole. Tu as mis 2 points, donc il y a une agriculture, on va dire, plutôt intensive, commerciale, et puis une agriculture de subsistance. Et Alain, je pense qu'il reviendra plutôt en partie Afrique centrale notamment. Il y a aussi peut-être Peut-être d'autres drives. juste pour compléter, Oui, excuse-moi, Jonathan, là-dessus, parce que c'est important sur la question du secteur bovin et l'élevage, parce qu'on parle souvent d'agriculture intensive plutôt à l'export, et vraiment l'élevage bovin, et notamment en Amérique du Sud, c'est assez spécifique, dans le sens où c'est plutôt une agriculture, enfin un élevage extensif. On a en général moins d'une tête de bovin à l'hectare, et qui est vraiment plutôt un usage d'utilisation des sols, c'est-à-dire de couper une forêt pour spéculatif. ensuite, voilà, pour spéculer sur la terre, et ensuite les vendre à un autre usage. Cependant, cette viande a une finalité, cette viande et ce cuir ont aussi une finalité économique et rentrent dans des chaînes d'approvisionnement, que ce soit sur le pays ou exportées sous forme de cuir ou de viande également. Donc voilà, juste ok. pour préciser que voilà, sur l'élevage bovin, qui est quand même la majeure cause de déforestation en Amérique du Sud, ça reste quand même une agriculture extensive. Et on a souvent tendance à associer cet élevage avec une agriculture intensive, mais qui n'est pas le cas aujourd'hui, alors que ça pourrait être une solution pour réduire cette pression. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous invite, si vous souhaitez poser vos questions, on va les prendre directement dans un onglet qui s'appelle Q&R, questions et réponses sur Zoom. Vous n'hésitez pas à poser vos questions, toutes vos questions dedans. Moi, j'y ai accès, je vais essayer de les traiter et de les analyser et ensuite de les poser à nos panélistes. Donc, n'hésitez pas, hein, vraiment, dès que vous avez des questions. Nous, on essaye de vous mettre aussi des petits rapports qui sont mentionnés dans le lien. C'est un peu la force de pouvoir faire ça en ligne ce soir, c'est qu'on peut au moins vous donner de la matière à lire pour la suite. On va rentrer maintenant dans le sujet. Le constat est posé, donc on voit que s'il y a une définition de la déforestation, il y a une autre notion qui est la dégradation des forêts. On comprend donc qu'il y a des moteurs de la déforestation, notamment il y a la question de l'agriculture, mais pas que. Là, on va essayer de voir si nous, aujourd'hui, à notre échelle, ici en France notamment, on a des leviers d'action pour réduire cet impact. On va essayer de remonter ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement finalement. Est-ce que finalement ces produits qu'on voit, qu'on a entendu parler, on a entendu parler de l'huile de palme, le soja, l'élevage bovin, est-ce qu'on les retrouve ici chez nous en Europe? Donc Boris, euh, maintenant avec cette nouvelle casquette à Mighty, mais vous le faisiez déjà, vous le faites déjà aussi à Envolver. J'ai une question finalement, c'est est-ce qu'on est, nous, liés directement à cette déforestation qui se passe notamment, tu l'as montré au Brésil, mais aussi en Indonésie, si on veut faire court. Est-ce qu'on est lié directement à ça? Et est-ce que si on est lié à ça, on a un rôle à jouer, un impact, mais aussi un rôle à jouer, des leviers? Comment toi, tu vois ça aujourd'hui sur ces sujets-là? Merci pour cette question. Je vais répondre en deux temps. Il y aura la réponse quantitative et responsabilité directe euh, liée à notre empreinte forêt. Et il y a l'impact de nos actes sur les politiques euh, ici en Europe, France, et également qui impactent les pratiques à l'étranger. Donc, par rapport à l'impact direct de notre consommation, avec Envolver, on a développé un outil qui s'appelle l'empreinte forêt.
c'est avant tout un outil de sensibilisation qui est discutable, qui est discuté, qui a été amélioré, qui sera amélioré, qui est toujours, mais qui permet en fait, qui a permis en fait de faire un travail nécessaire, qui était de relativiser l'impact des différentes matières premières et de nos consommations par rapport à leur impact réel. Et donc, en l'occurrence, l'outil empreinte forêt, c'est une série de questions, un peu comme l'empreinte carbone finalement, pour identifier dans nos consommations les produits et les modes de consommation qui impactent les forêts. Et en l'occurrence, ce qui ressort, c'est que en termes de surface d'empreinte forêt, c'est-à-dire la surface nécessaire pour produire l'alimentation ou les biens nécessaires à notre mode de vie, et donc avec un niveau de risque associé. Donc on a calculé cette empreinte forêt qui est de 352 mètres carrés par Français, donc c'est une version qui est en train d'être actualisée. Mais ce qui est important de savoir, c'est de voir la proportion des causes. Et en l'occurrence, le soja représente à peu près 64% de cette empreinte forêt. Et donc en gros, ce qui montre que le soja qui va en alimentation animale, parce que ce soja qui est importé du Brésil principalement, se retrouve en alimentation animale, donc notamment des volailles, des porcs ou des élevages laitiers, et ben c'est celui qui représente la plus grosse surface. Et malgré tout, en termes d'attention politique, économique et autres sur le sujet, c'est une des matières premières où il y a eu le moins finalement de maturité ou d'avancée. Alors que des sujets comme le papier, comme l'huile de palme alimentaire, par exemple, sont qui naturellement, quand on pose la question à tout le monde, seraient les produits les plus en lien avec la déforestation, ou même le bois, ne représentent qu'autour de 10% de l'empreinte forêt d'un Français. Donc en fait, on se rend compte que l'attention qui a été portée sur des matières premières a été plus forte sur celles qui étaient peut-être moins impactantes que sur celles qui sont le plus impactantes. Et en l'occurrence, le soja, mais on peut aussi citer le cuir. L'huile de palme, à l'époque de ce travail-là, était assez impactante aussi sur les usages agrocarburants, qui étaient, donc on utilisait de l'huile de palme, autour de 2% des carburants de nos voitures étaient de l'huile de palme. Donc, juste ça pour dire que ce travail-là était nécessaire pour que les gens se rendent compte que notamment le poulet et les produits laitiers étaient très liés à la déforestation et que très peu était fait là-dessus. Donc ça a permis aussi à la fois de sensibiliser les consommateurs, mais aussi les pouvoirs publics. Et donc la deuxième partie de ma réponse, c'est de dire que donc on a un impact au niveau individuel, consommateur, mais nous, ce qu'on a voulu faire aussi avec ce travail-là, c'est de montrer qu'il faut s'emparer du sujet pour que politiquement, il y ait des choses qui soient faites sur ces matières premières. Et je prends souvent cet exemple qui est de parler de la taxe Nutella, qui a été évoquée par Ségolène Royal suite à ses mobilisations sur l'huile de palme. Il y a eu donc cette volonté de faire une taxe additionnelle sur l'huile de palme qui est rentrée dans les produits alimentaires. Et cette taxe n'a pas eu lieu, en fait. Elle n'a pas été mise en place, mais malgré tout, pour avoir été en Indonésie de nombreuses fois à cette époque-là, ça a créé beaucoup de bruit en Indonésie. Et je ne sais pas si c'était corrélé directement, mais en tout cas, ça a participé au fait que l'Indonésie est devenu un pays qui était beaucoup plus vigilant sur la protection de ces forêts, qui ont mis en place des certifications qui n'étaient pas mises en place à ce moment-là, des moratoires. Tout ça n'est pas parfait, mais en tout cas, ils ont essayé de s'améliorer. Et ça, c'est en partie lié à cette mobilisation politique qu'on pourrait avoir dans nos pays. Donc, tout ça pour dire que notre empreinte et notre impact, il est à la fois direct, donc ce que l'on mange, ce qu'on consomme, quel impact ça a sur la déforestation, mais aussi ça permet de mobiliser les politiques et de créer, on va dire, des momentum ou des discussions pour faire changer les pratiques dans les pays. Et en l'occurrence, en Indonésie, tout ça n'est pas lié à 100%, bien évidemment, ce n'est pas noir ou blanc, mais c'est ça pour dire que depuis, quand même, la déforestation en Indonésie liée à l'huile de palme a quand même grandement baissé. On y reviendra. D'accord. On a une question, tu as parlé du cuir. C'est intéressant, voilà, il y a une question dans le public. Donc Simon nous dit pourquoi vous parlez ici de cuir spécifiquement? J'avais cru comprendre que le cuir est un coproduit de la chaîne alimentaire consommation de viande. Donc est-ce que le cuir finalement a un impact sur la déforestation? Ou est-ce qu'il n'y a pas un Cette double question, comptage? Est-ce qu'il n'y a pas un cette double question, comptage? cette question du coproduit ou du déchet ou du byproduct ou du sous-produit, etc. Tous ces termes-là sont très intéressants. C'est un combat enfin en tout cas un combat de l'industrie du cuir qui considère qu'il valorise des déchets.
Alors, le cuir, en effet pas le produit principal issu du bovin, bien évidemment, c'est principalement le bœuf. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir été dans un abattoir au Brésil, si l'abattoir ne vendait que la viande du bœuf, l'abattoir ne ferait pas de bénéfice. C'est clairement, ça a été dit et ça a été évoqué à de nombreuses reprises. Donc, c'est-à-dire que si l'abattoir fait des bénéfices sur le fait de transformer un animal en des produits et des sous-produits ou des déchets, etc., c'est grâce justement aux autres produits que le bœuf. Le bœuf, ça lui permet juste d'être à l'équilibre. Donc, l'abattoir, qui est le premier maillon de la chaîne de transformation du bœuf, qui est une des principales causes de déforestation de l'Amazonie, il ne peut pas faire de bénéfice sans le cuir. Donc, me dire que le cuir est un sous-produit et en tout cas qu'il n'a pas de valeur économique et qu'en gros, il ne faudrait pas le comptabiliser, bah, pour moi, c'est un non-sens. C'est-à-dire que ce n'est pas la bonne façon de traiter le sujet. Et je vais revenir sur le cas de l'huile de palme à nouveau. L'huile de palme, il faut savoir que quand on fait de l'huile de palme, quand on presse un fruit de palme à huile, on fait à la fois de l'huile de palme et ensuite on va presser le noyau, donc l'amande, et on va faire de l'huile de palmiste. On va aussi avoir d'autres usages de ces déchets. Et l'huile de palmiste, donc c'est pas les mêmes quantités, c'est pas la même proportion de valeur que le cuir, mais l'huile de palmiste a aussi une valeur. Et donc sans cette huile de palmiste, on pourrait pas avoir pareil une valeur économique suffisante pour la plantation de palmier à huile. Tout ça pour dire que les acteurs qui utilisent de l'huile de palmiste sont aussi engagés à la protection des forêts. Et sans l'engagement de ces acteurs-là, eh ben, il n'y aurait pas eu d'avancée notable sur les pratiques de déforestation liées aux plantations de palmier à huile. Donc, tout ça pour dire que si on veut traiter, et c'est pour répondre à la question, comment traiter la question de la déforestation, si on veut traiter la déforestation, on ne peut pas prendre que le principal débouché économique d'une matière première, il faut prendre l'ensemble de ces débouchés. Et en l'occurrence, pour le bœuf, c'est le bœuf, la viande que l'on consomme et qui est consommée principalement au Brésil, mais également le cuir, et on peut parler des autres sous-produits. Ok, intéressant. Et pour rebondir, donc, on sent que s'il y a une mobilisation finalement de la société civile sur certains produits, il y a eu des avancées. Euh, Comment tu vois, toi, aujourd'hui, le rôle finalement des entreprises et peut-être des États pour faire avancer, inverser la tendance de la déforestation, parce qu'on comprend que tous ces produits sont dans des chaînes de valeur, on les retrouve, donc il y a un aspect aussi économique. Est-ce que tu penses que c'est un levier intéressant ou pas de travailler au niveau de l'entreprise notamment, et pourquoi pas des politiques nationales? Et je vais essayer de répondre de façon courte, sinon je vais prendre toute la parole là-dessus. Mais en tout cas, je vais faire Laissez aller. un petit résumé. Ce qui est sûr, c'est que oui, enfin, juste pour prendre enfin, tous les exemples positifs qu'il y a eu de réduction de la déforestation l'ont été parce qu'il y a eu à la fois une mobilisation des pouvoirs publics et des entreprises, mais également des citoyens, bien sûr. Donc, on ne pourra pas y arriver sans une mobilisation totale. Euh, et clairement, nous, c'est notre façon de travailler à Mighty Earth. Donc, par exemple, pour reparler du bœuf, euh, on a, et pour parler du bœuf qui est donc principalement vendu sous forme de viande, donc au Brésil, pour reparler du pays avec le plus de déforestation, et le bœuf qui est la principale cause de déforestation. Donc, cette viande, elle est vendue au Brésil et les principaux distributeurs au Brésil, figurez-vous, qui sont français. Donc, c'est le groupe Casino et le groupe Carrefour. Et donc, en fait, avec Envolver et une coalition d'ONG qui sont présentes sur cette photo, avec notamment des représentants autochtones, on a assigné en justice le groupe Casino sur la base d'une loi qui est la loi sur le devoir de vigilance, qui est une loi qui a été créée en France suite au drame du Rana Plaza au Bangladesh, avec des sous-traitants de la grande distribution qui n'ont pas mis en place des mesures suffisantes pour éviter un drame au Bangladesh. Donc, suite à ce drame, il y a eu une loi qui a été promulguée qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance et qui oblige les entreprises basées en France, avec un certain nombre de conditions, et qui ont des filiales à l'étranger, de respecter notamment un plan de vigilance pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impacts sociaux et environnementaux sur leur chaîne. Et donc, en l'occurrence, sur la base de cette loi, on a attaqué le groupe Casino avec des représentants autochtones parce qu'on a trouvé des cas de déforestation dans leur chaîne d'approvisionnement de viande et de bœuf vendus dans leurs magasins, non pas en France, mais au Brésil. Donc ça a été la partie légale. On a aussi mis en place avec le deuxième groupe français, donc le groupe Carrefour, une communication plus plaidoyer classique, avec la campagne Carrefour nous en fume, et qui est en fait, le Carrefour est devenu le leader de la grande distribution au Brésil. En juin, ils ont acheté le numéro 3, ils font 25% de part de marché. Donc c'est clairement le plus gros vendeur de viande au Brésil, donc en gros le plus gros vendeur de viande issue de la déforestation, parce qu'ils clairement ils ne mettent pas en place les mesures nécessaires. Ils vendent toujours de la viande issue notamment du groupe JBS qui est considéré comme le Monsanto de la déforestation, pour faire vite.
Et donc voilà, donc on a ces deux types d'actions. Donc oui, il faut à travailler sur les entreprises en les poussant à mettre en place des actions de transparence, plein d'actions de traçabilité et de vigilance sur leur chaîne d'approvisionnement. C'est assez compliqué pour les distributeurs parce qu'ils ne sont pas habitués. Et bien évidemment, il faut en parallèle avoir des actions sur les secteurs publics. Il y a eu notamment une loi, mais on y reviendra, sur la déforestation importée qui a été promulguée en décembre, qui est une des solutions pour faire avancer le sujet. Mais j'imagine qu'Alain aura plein de choses à rajouter. Tout à fait. Et ben, merci. Donc, on voit qu'il y a une mobilisation, une conscience, une mobilisation citoyenne sur certaines commodités. Par exemple, il y a eu l'huile de palme. Vous arrivez finalement derrière à faire bouger les entreprises, mais vous vous servez aussi peut-être de réglementation, de loi. Tu as parlé du devoir de vigilance. Alain, bah, est-ce que finalement il y a eu des nouvelles lois récemment, des règlements qui vont dans le bon sens sur les questions de la déforestation au niveau français et européen? Est-ce que selon toi, elles sont suffisantes? Est-ce qu'il n'y a pas des limites à l'exercice et comment tu penses qu'on pourrait effectivement peut-être les améliorer à ce niveau-là? Ah, ouais. On t'entend pas là. Pardon. Je fais juste un petit retour en arrière, parce que pour répondre à cette question, il faut voir quel peut être l'impact disons, de la partie demande internationale par rapport à la partie domestique. Bon, Boris l'a évoqué pour le bœuf, effectivement, qui est surtout consommé prioritairement par les Brésiliens. Mais globalement, les dernières statistiques, les dernières études scientifiques nous disent que à peu près 20 à 25 de la déforestation mondiale est liée au commerce international, aux exportations, si vous voulez. Ce qui veut dire, à contrario, que 80 disons 75 à 80 de la déforestation est liée à la consommation des citoyens des pays où se passe la déforestation. C'est le cas du Brésil, avec le bœuf, même si le soja est plutôt exporté, effectivement. Même en Asie du Sud-Est, on est quand même en Asie, on est quand même avec 60 à 65 disons, de déforestation liée à la consommation intérieure, donc des citoyens des différents pays. Et disons que le point le plus élevé, c'est l'Afrique, où 90 à 95%, c'est-à-dire pratiquement toute la déforestation, enfin une grande partie, une très grande partie est liée à la consommation intérieure. Il y a quelques exceptions, le cacao notamment, puisque c'est une des filières qui est une filière d'exportation, qui est très importante en Côte d'Ivoire, au Ghana, maintenant au Cameroun, et qui se développe dans un certain nombre de pays, où là, c'est une production qui est exportée, ça a beaucoup contribué à la déforestation. Mais à part ça, quand vous voyez la RDC, alors là, tout à l'heure, le tableau, c'était les forêts primaires, mais la déforestation en RDC, la RDC perd plus d'1 million d'hectares, disons, de forêts chaque année, donc ils sont numéro 2 du point de vue de la déforestation. Et la RDC, par exemple, n'exporte quasiment exporte très très peu de matières agricoles. Elle exporte du cuivre, elle exporte du coltan, enfin des choses comme ça, mais pas très peu. Donc en fait, même le palmier à huile, qui est planté de plus en plus par des paysans ou par des petites sociétés, c'est fait pour l'approvisionnement du marché local, hein, l'huile de palme. Donc l'Afrique est importatrice nette d'huile de palme, mais quand on plante de l'huile de palme au Cameroun ou en RDC, c'est pour les marchés intérieurs. Voilà. Et donc, pour l'instant, il n'y a que le cacao et l'EVA qui sont des éléments d'exportation, mais ça ne représente qu'une petite partie par rapport à l'ensemble effectivement des causes des moteurs de la déforestation, des moteurs directs. Alors maintenant, il y a effectivement quand même 20 à 25 au niveau mondial qui est lié au commerce international. Donc là, on a des leviers d'action, même s'il ne faudra pas oublier que les principaux leviers d'action vont être dans les pays producteurs, dans les pays forestiers. C'est là qu'il y a besoin de réformes, qu'il faudra clarifier le foncier, enfin, il y a toute une série de choses, on pourra en discuter, de mettre en place des mesures de protection, de faire appliquer les lois, d'arriver notamment en Afrique à faire en sorte d'arriver plus rapidement à la transition démographique, parce que l'augmentation effectivement de la population en Afrique est un élément absolument fondamental, déterminant de la déforestation, en plus du fait que l'agriculture est très peu productive, donc que les gens n'ont pas d'engrais et que donc
ils vont couper des nouvelles forêts, des fois des forêts primaires pour pouvoir étendre leurs champs. Et comme il y a de plus en plus de monde, ben, effectivement, au bout d'un moment, il n'y a plus de jachère, c'est-à-dire le temps de jachère est réduit à zéro. Donc, on est vraiment en déforestation, changement d'usage des terres à long terme. Et puis, les gens font de plus en plus de cultures de rente, de cacao, de palmier à huile, etc. Donc, on a vraiment un ensemble de mesures coordonnées, cohérentes, qui doivent être des réformes qui doivent être mises en place dans les pays du Sud. Ça, c'est la première réponse. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de la demande. Et il faudra d'autant plus s'occuper de la demande parce que à partir du moment où il y a des gens, où on fait des biocarburants, par exemple, où on met de l'huile de palme et aussi de l'huile de soja ou de l'éthanol avec du maïs, etc. Alors, on le fait en France avec nos propres productions, mais on va de plus en plus utiliser du soja. L'Europe a un peu fermé la porte au biodiesel fait avec disons, de l'huile de palme. Par contre, en Indonésie, il y a un énorme programme et qui est assez inquiétant, même si l'Indonésie a baissé sa déforestation, a vu sa déforestation baisser en tout cas. C'est un très gros programme de biodiesel à partir d'huile de palme que l'Indonésie met en place. Donc, on verra dans quelques années ce que ça donnera là-dessus. Augmentation de la demande, ça veut dire augmentation des prix. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus les prix sont élevés, plus généralement, il y a une corrélation entre des prix élevés pour certaines commodités avec la déforestation. Si le prix du bœuf au producteur augmente au Brésil ou ailleurs, ça veut dire qu'il est plus rentable, plus profitable de déboiser. Donc, de ce point de vue, ça va être, voilà, il y a une corrélation positive entre les deux. Si le prix du cacao augmente, eh bien, ça va attirer plus de gens dans la filière, des migrants, etc., qui vont déboiser plus de forêts en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Cameroun. Voilà, c'est donc effectivement, il y a un certain nombre de choses comme ça. Donc, il y a des relations très très fortes entre ce commerce international et des mécanismes économiques. Alors, je vais ensuite, je ne vais pas monopoliser la parole, parce que je vais laisser reprendre la main à Jonathan. On pourra parler des mesures. Donc, effectivement, il y a depuis quelques années, à la fois l'Europe, mais également, alors l'Europe, il y a aussi le Royaume-Uni, qui est maintenant en dehors de l'Europe, qui a sa propre politique, qui a voté une loi sur la déforestation importée, on va en parler. Les Américains, les États-Unis d'Amérique, qui est également une loi en préparation qui va être bientôt votée au Congrès. Et l'Europe avec ce règlement sur la déforestation qui n'est pas encore complètement finalisé, qui n'est pas encore en vigueur, mais dont on a tous les contours. Alors, on pourra en parler, mais je te laisse peut-être, Jonathan, rebondir peut-être sur ce que j'ai dit ou sur autre chose d'en parler un peu Ok. plus précisément. Donc, si je comprends bien, pour toi, il y a vraiment deux leviers. Il y a d'abord traiter la question de la déforestation dans les pays concernés, les pays du Sud, les pays tropicaux, puisque vous l'avez montré, c'est là où ça se passe. Mais il y a aussi le levier de la consommation. Donc, dernièrement, il y a eu, la France a posé une stratégie nationale de déforestation importée. Il y a eu la loi européenne contre la déforestation importée là récemment. Euh, Est-ce que pour toi, aujourd'hui, ces leviers-là vont permettre de freiner cette part qui est pas globale, comme tu l'as dit, c'est à peu près 25% le commerce Oui. international. Est-ce que ça va permettre, il y a aussi, permettre de diminuer, il y a aussi le traité du Mercosur, où il y avait un lien aussi justement sur ces questions de concurrence du bœuf qu'on allait peut-être pouvoir importer en France, du bœuf du Cerrado, on y reviendra tout à l'heure avec, Brésil, qui est avec Boris, pardon, qui est justement au Brésil. Est-ce que tu penses que ce qui a été Pour voté, le ce qui a été mis en place est efficace ou il y a des choses peut-être à améliorer à ce niveau-là? Alors, ces lois, que ce soit le règlement européen, la loi britannique ou le projet de loi américain, le projet de bill, vont dans le bon sens incontestablement. C'est tout à fait important qu'on se préoccupe de la question de la demande et de la responsabilité des pays dans la déforestation mondiale, même si, comme je l'ai montré, c'est une responsabilité qui est quand même limitée parce que le problème, c'est la consommation croissante des pays émergents et des pays, de toute façon, des consommations domestiques. Maintenant, est-ce que ça va freiner la déforestation? Certainement moins qu'on le croit, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des réorientations de flux commerciaux. C'est-à-dire que comme peut-être il sera plus difficile d'exporter pour le Brésil, d'exporter une partie de son soja en Europe. Et d'ailleurs, cette bascule a déjà commencé à se faire, hein. J'avais vu les chiffres récemment. On importe beaucoup moins du Brésil en Europe, on importe beaucoup plus des États-Unis, c'est l'année dernière, hein. Donc on voit déjà des réorientations qui sont en train de se faire.
Pareil pour l'huile de palme, disons, il y a des acheteurs. Les acheteurs, ce seront peut-être la Chine, est quand même aujourd'hui le principal acheteur de matières premières, de commodités agricoles. Pratiquement, ils sont premiers sur le bois, premiers sur l'huile de palme, etc., etc. L'Inde est un immense marché. Là aussi, ils importent énormément d'huile de palme, de bois, etc., etc. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des réorientations des flux commerciaux. Donc, ça n'aura sans doute pas l'efficacité escomptée en termes de réduction de la déforestation mondiale, parce que simplement, les pays, s'ils ont du mal à vendre en Europe, ils vendront ailleurs. Il y a des clients. Bon. Alors maintenant, est-ce que c'est inutile? Non. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, il faut qu'on fasse notre part. On doit faire notre part en tant qu'Européens, en tant que consommateurs, même si on sait qu'il va y avoir effectivement des réorientations, il faut qu'on prenne notre part du fardeau dans cette affaire et on pourra revenir sur les détails. Deuxièmement, ce qui est assez intéressant, c'est que généralement l'Europe et peut-être aussi d'autres pays occidentaux, mais surtout l'Europe, est toujours un petit peu le repère en termes de fixation de normes internationales. C'est-à-dire notamment, par exemple, on a un exemple sur le bois illégal. On a des règlements qui datent de 2013, un règlement sur le bois de l'Union européenne qui date de 2013, qui interdit la mise en marché de bois illégal. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup changé les questions de légalité dans les pays du Sud pour l'instant, hein. Donc l'impact n'a pas été extraordinaire, mais il fallait faire le job. Et puis surtout, beaucoup d'autres pays ont fini par imiter l'Europe, à mettre en place des règlements qui interdisent de commercialiser du bois coupé illégalement. Et notamment, le dernier en date, c'est la Chine. Et la Chine, effectivement, bon, cause un énorme. Ils importent l'équivalent en bois rond de plus de 100 millions de mètres cubes par an. Donc, c'est énorme, effectivement. Et alors, le règlement chinois n'est pas encore vraiment, il manque des textes d'application. Pour l'instant, il n'est pas vraiment applicable, mais c'est un premier pas. C'est-à-dire qu'on voit que l'exemple, effectivement, l'exemple peut se répandre. Donc, pour ces deux raisons, ça va plutôt dans la bonne direction. Mm. Maintenant, l'Europe a pris un risque très fort. C'est que là où, par exemple, les Anglais, les Britanniques et les Américains disent on ne veut pas importer de produits issus de déforestation illégale, nous, en Europe, nous disons nous ne voulons pas de produits, même si la déforestation est légale dans le pays d'origine, nous ne voulons pas importer des produits s'ils sont impliqués dans de la déforestation. Pour nous, la définition de la déforestation, c'est de tomber en dessous de 10% du couvert forestier. Définition de la FAO, hein. Je voyais une première réponse dans le chat tout à l'heure qui était on va jusqu'à 11%, on s'arrête? Non, on ne s'arrête pas. Quand on passe le seuil, c'est qu'on passe le seuil de la déforestation. Donc, en fait, nous avons une définition de la forêt, celle de la FAO, 10% de couvert forestier. Beaucoup de pays, comme je l'ai dit au début, ont d'autres définitions de la forêt, c'est-à-dire qu'ils ont des définitions dans lesquelles la forêt prend moins de place. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des produits issus de déforestation légale dans certains pays, mais qui ne seront pas acceptables pour l'Union européenne. Et là, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il risque d'y Mmh. avoir des gros conflits commerciaux. Alors, c'est tout à fait à l'honneur comment dire, c'est tout à fait l'honneur de l'Union européenne d'être très strict, de dire nous, quelle que soit l'égalité ou pas, on s'en fiche, on veut que ça ne soit pas de la déforestation et nous fixons la définition de la déforestation. Mais du point de vue des relations internationales, ça va faire des étincelles. Ah, point intéressant et justement, je voulais rebondir là-dessus. Boris, tu es au Brésil justement en ce moment. Heu, Tu as parlé tout à l'heure d'un écosystème, le cerrado, le soja et c'est un écosystème. Est-ce qu'aujourd'hui il rentre dans cette définition de la déforestation? Est-ce qu'il rentre dans cette définition de forêt? Est-ce que ce que souligne, Alain, ça prend en Mhm. compte finalement tous les écosystèmes, toutes les menaces qu'il peut y avoir, au niveau Je de vais la répondre à ta destruction? question juste après, mais je vais juste rebondir sur ce qu'avait dit Alain. Je suis d'accord sur le constat, je suis moins d'accord sur la priorisation. Je pense que bien évidemment, il y a des effets de fuite et des effets de flux sur la déforestation et suite à des politiques mises en place. Mais je fais ma part de l'Europe et de par sa responsabilité initiale, hein, par ailleurs, et aussi très regardé. Moi, je l'appelle effet boule de neige plutôt, c'est-à-dire que je pense que les États ont vraiment peur en tout cas, enfin, si on regarde les réactions d'un secteur par rapport à la mise en place de ces politiques, ils vont avoir ces réactions, c'est-à-dire de se dire, si jamais vous arrêtez de vous approvisionner en huile de palme ou en soja de telle ou telle région, vous allez pas réussir le combat parce que ça va partir en Chine. Donc ça a toujours été dit.
sur tous les secteurs. Depuis que je travaille sur ce sujet, sur le papier, sur tous les sujets, sur tous les secteurs, c'est ce sujet-là. Donc, en gros, diminuer sa part de responsabilité, dire que si on change quelque chose, ben, ça va partir vers la Chine qui est moins regardante. Et donc, en gros, c'est aussi des gens qui sont enfin, des acteurs du marché, hein, qui sont quand même assez Mais ça plutôt s'est passé friands pour le bois, de hein, statu Boris. quo. Pour le bois d'œuvre, c'est exactement ce qu'on a observé. Alors, ce n'est pas seulement lié au règlement bois de l'Union européenne, même si Oui, le règlement a précipité un petit peu les choses. C'est lié aussi à la demande de bois énorme de la Chine et à la croissance de la Chine. oui. Mais par exemple, dans les pays maintenant du Sud, quand j'ai commencé ma carrière, le bois des pays tropicaux partait plutôt vers l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, il part à 80% vers Ouais. la Chine. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas Et lieu, hein. l'Inde Ce et n'est le pas Vietnam. mon message. Je ne dis pas que ça n'a pas lieu, je dis juste que c'est souvent on va dire un argument qui est utilisé pour des personnes qui ne veulent pas forcément avancer. Et je pense que les sujets voilà, sur l'huile de palme, enfin, les sujets que j'ai pu traiter, c'est quand même souvent des acteurs plutôt conservateurs qui ne veulent pas forcément avancer, qui font part de ces éléments-là. Et par contre, ce que j'ai pu voir aussi, constater, j'ai donné l'exemple de cet amendement Nutella ou d'autres pratiques. C'est-à-dire que quand il y avait un acteur qui mettait en place des actions positives, même au niveau des acteurs de marché, hein, je pense à Wilmar sur l'huile de palme, donc le plus gros trader négociant d'huile de palme mondial, bah, ou Gar, quand ça a été mis en place par un acteur, en général, les autres suivent. Donc, on va dire que je ne serais pas si noir sur le sujet. Les effets de fuite existent, c'est vrai. Cependant, ce que je dirais juste, c'est que je suis d'accord sur le constat, mais juste que je dirais il faut faire sa part en premier. Et après, voilà, il faut faire en sorte que ça s'applique partout. Sur la réglementation sur la déforestation importée, on va dire qu'une fois que l'Europe et un pays supplémentaire comme je sais pas, l'Angleterre ou même les États-Unis ou l'Australie mettent en place ce genre de mesures, ça a quand même tendance à changer tout le marché. Donc, enfin, je serais plus positif là-dessus. Et pour dire que nous, on a surtout une responsabilité d'agir sur notre part voilà, que tu as dit, quoi. Mais en tout cas, c'est ça que je mettrais en avant en premier. C'était pour faire cette parenthèse. Mais bien évidemment, il y a les effets de fuite qui sont là, il faut en tenir compte, mais pas qu'ils soient bloquants pour l'action, c'est ça que je veux dire. Par rapport aux autres écosystèmes non forestiers qui sortent de la définition évoquée par Alain, oui, ça a été quelque chose ça a été un élément qui n'a pas été intégré dans la réglementation européenne à date. Donc, je vais vous parler de ce que l'on connaît bien en France, c'est-à-dire si on reparle de la déforestation importée, à savoir le plus gros de la déforestation importée, et on en a parlé par rapport à l'empreinte forêt, c'est donc le soja. Et le soja, il se développe massivement dans le Cerrado. Donc, on a souvent tendance à parler de déforestation amazonienne liée au soja, mais ce n'est pas vrai. C'est d'ailleurs une erreur des ONG d'avoir souvent parlé de déforestation amazonienne liée au soja, ce qui était vrai au début des années 2000, mais qui n'est plus vrai maintenant. Le soja se développe aujourd'hui massivement dans le Cerrado. Et le Cerrado, comme vous pouvez le voir sur le schéma, ce n'est pas qu'une forêt. C'est une forêt quand on se rapproche de l'Amazonie, mais c'est avant toute chose une savane arborée, comme on a pu le voir sur la slide précédente, où en fait les arbres sont assez petits, plus espacés, et donc de fait ne rentrent pas dans la définition de forêt. Par contre, ils rentrent dans la définition de Other Woodland, ou autre terre boisée, qui n'est pas intégrée dans la définition de la réglementation européenne votée, ou en tout cas validée début décembre dernier. Ce qui fait que quand on regarde dans le tableau encore plus bas, qu'on regarde en fait un chiffre qui est un peu indigeste, qui est le taux de déforestation moyen des forêts, des autres terres boisées et donc c'est la ligne verte et la ligne orange, on voit que le taux de déforestation est plus important en fait dans les autres terres boisées que dans les forêts, dans le Cerrado. Ce qui Dans veut les dire autres terres que boisées, excuse-moi Boris, selon la FAO, c'est entre 10% de couverts forestiers et 5%, si je ne m'abuse, hein, c'est bien oui, ça. tout à fait, tout à fait. D'accord. Et donc, de fait, en fait, ce que l'on voit sur le Cerrado, donc, en fait, le Cerrado, c'est le gros écosystème qui est en dessous de l'Amazonie, qui est un écosystème avec beaucoup de biodiversité également, beaucoup de populations locales qui en dépendent, qui est un écosystème qui apporte aussi beaucoup d'eau à tout d'ailleurs le sud du Brésil. Et donc, cet écosystème est celui qui est principalement impacté par la conversion donc de cet écosystème pour en faire du soja notamment. Et c'est là où il y a le plus de déforestation par rapport aux forêts. Donc tout ça pour dire que en n'intégrant pas autre terre boisée
dans la réglementation européenne qui a été votée en décembre, on loupe le plus gros impact de l'Europe et de la France en l'occurrence, euh, car voilà, c'est là où se passe la déforestation. Donc en fait, pour moi, d'où ça a été une occasion manquée. Cet écosystème est censé rentrer dans la définition dans l'année qui vient, mais il semblerait que ce soit peut-être beaucoup plus long. Ça, on verra par la suite comment ça se met en place. Donc voilà, juste pour vous dire que la déforestation, c'est pas que des forêts, c'est aussi d'autres écosystèmes concernés. Alors, c'est plus de la D'accord. déforestation exactement, c'est de la conversion Exactement. C'est d'écosystèmes la conversion. naturels. Tout à fait. Voilà, c'est cette notion de conversion qui a été dans le règlement européen reprise d'une manière très particulière, finalement, qui ne permet pas de traiter le problème du cerrado, voilà, parce que la définition que l'Union européenne a adoptée enfin, je crois que la conversion même a été sortie du règlement Union européenne, d'ailleurs, in Ouais. fine, il me semble, donc effectivement pour cela. Donc, on comprend qu'il y a des axes d'amélioration. On a deux commentaires dans les questions. Alors, au niveau du règlement européen, on demande aux entreprises de collecter les coordonnées GPS des parcelles sans qu'il soit prévu de fournir une carte des zones sensibles dommages. Et on a un autre commentaire, Cerrado au point de vue des entreprises, et on peut l'intégrer facilement aussi finalement. Mais il faudrait donner aux entreprises une carte concernée plutôt que de leur demander de procéder à des évaluations du risque obscur. Voilà les commentaires qui nous viennent du public. Je prendrai les autres à la suite. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On va rentrer dans la phase de clôture. On va passer aux solutions. J'aimerais quand même voir avec Alain peut-être un autre levier sur lequel il travaille également beaucoup avant de passer à un petit exercice de nos axes d'action. Alain, donc, tu travailles aussi sur tous les mécanismes financiers, notamment pour préserver les forêts tropicales. Alors, il y a les paiements pour services écosystémiques, il y a le mécanisme international de réduction des émissions de la déforestation et de la dégradation des forêts qu'on appelle REDD+, dans le jargon. Également, la compensation carbone, les crédits carbone. Est-ce que ces outils-là, finalement, sont des potentiels leviers pour aider ces pays à lutter, à réduire la déforestation? Oui, alors ça dépend. Dans RED+, ce mécanisme, il y a à boire et à manger, disons, pour aller vite, parce qu'on n'a pas le temps maintenant de faire, je je viens de faire, tout un cours d'une journée sur le thème pour AgroParisTech, donc je vais pas le refaire le cours. Donc c'est effectivement tout dépend de quoi il s'agit. C'est pas pour l'instant un mécanisme très, effectivement aujourd'hui qui a donné des résultats très probants, mais on n'a pas tellement le temps d'en parler. Disons globalement, je disais que pour moi, effectivement, la clé, il y a 2 clés. Il y a la clé de la consommation, hein, donc on va en parler après, certainement, et il y a la clé des réformes, des politiques publiques dans les pays concernés, dans les pays, forestiers. Et là, de toute façon, il y a pas de recette. Il faudra combiner des instruments pour pouvoir construire avec des instruments des politiques publiques qui soient cohérentes et qui vont dans le même sens, hein. Donc il faudra travailler sur l'aménagement du territoire, il faudra travailler sur la fiscalité. Par exemple, moi, je travaille avec la Banque mondiale sur le concept, et on a ça commence à prendre un petit peu dans certains pays, sur le fait que, par exemple, les produits qui sont certifiés zéro déforestation ou certifiés gestion durable pour le bois soient moins taxés que les produits qui ne sont pas certifiés. Donc ça, c'est une incitation effectivement qui est forte. On pourrait le faire également sur le cacao, par exemple, pour que les cacao zéro déforestation subissent moins de taxes. Donc, ce sont ce qu'on appelle des systèmes de bonus-malus. On peut également, mais alors là, il faut des moyens financiers, donc il faut que les pays acceptent, comme le Costa Rica, de prélever des redevances sur, par exemple, le carburant ou sur la distribution d'eau, faire des paiements pour services environnementaux. Bon, il y a une distinction, mais je vais pas y revenir aussi, c'est-à-dire pour vraiment aider les paysans à intensifier de manière écologique et les payer pour qu'ils conservent des forêts. C'est vraiment des logiques d'usage des terres, etc. Ce sont des instruments incitatifs également qui fonctionnent bien dans certains pays, notamment en Amérique du Sud, avec certaines limites, mais effectivement, ça peut fonctionner. Et puis, vous avez toute une série d'autres choses autour du foncier, autour de la clarification des droits fonciers. Énorme travail, très cher, très compliqué, avec potentiellement beaucoup de conflits. Et là, ça fait partie des transferts financiers, ça fait partie de l'aide publique au développement, ça fait partie effectivement de tout cet argent qui a été promis dans les dernières COP pour les forêts tropicales. Il faut l'utiliser intelligemment pour aider les pays à mettre en place de ce type de politique publique, mettre en place des cadastres
informatisé. On parlait du problème de la traçabilité. Oui, le règlement européen demande que toutes les marchandises soient tracées jusqu'à la parcelle. Ça va poser des tas de problèmes pour les petits producteurs, donc il faudra cibler les aides sur les petits producteurs. Il y a beaucoup de choses à faire, y compris d'ailleurs sur les questions du planning familial ou les questions d'éducation des femmes, parce que c'est une des clés en Afrique notamment, pour réduire la pression qui est effectivement très importante et qu'on n'a jamais trop abordée pour des questions de sensibilité politique ou autre. Donc, fondamentalement, on a des instruments économiques qui peuvent être efficaces. L'important, c'est de trouver les bons mix et les bonnes combinaisons, et surtout qu'il y ait une volonté politique des pays pour mettre ce type de choses en place. Alors, la volonté politique, ça peut être, et comme a dit Boris, ça concerne à la fois le public et le privé. En Amazonie, justement, c'est vraiment la table ronde sur l'Amazonie des grands producteurs, des entreprises collectrices, comment dire, acheteuses de soja comme Cargill et autres, qui en 2006-2008, je ne sais plus la date exacte, ont fait cette table ronde qui fait que le soja, finalement, a quitté l'Amazonie, mais malheureusement, il est parti dans les Cerrado. Donc, si vous voulez, mais on voit que les engagements volontaires des firmes ont eu un impact tout à fait important. On a vu ensuite au Brésil une baisse de la déforestation sous la première mandature de Lula, parce que simplement le pays avait décidé d'appliquer des lois. Le Brésil a des bonnes lois, il faut les appliquer. Bon, et c'était pas appliqué. Bon, quand le gouvernement a décidé d'appliquer les lois, la déforestation a baissé de manière spectaculaire. Elle est remontée ensuite sous Bolsonaro, avant Bolsonaro d'ailleurs, mais peu importe. Et on voit aussi en Indonésie que pour des raisons là aussi politiques, de crédibilité, la déforestation, disons qu'il y a eu un moratoire sur les nouvelles concessions d'huile de palme, et donc du coup, il y a eu une chute effectivement disons, des nouvelles plantations d'huile de palme sur des forêts, sur des forêts naturelles. Bon, par contre, ce qui monte, c'est plutôt les plantations d'eucalyptus et d'acacia mangeum, faire de la pâte à papier, mais globalement, quand même, dans l'ensemble, il y a eu une forte baisse de la déforestation. Donc la volonté politique, des instruments économiques combinés qui vont permettre d'avoir des politiques cohérentes, et derrière, eh bien, il y a tout le volet, disons, disons, de la demande, des importations, bien sûr. Moi, ce que je regrette, mais on n'a pas le temps d'en discuter, c'est que l'Union européenne n'ait pas voulu utiliser l'instrument des droits de douane pour pouvoir précisément faire une différence quand les produits sont issus de déforestation légale, pour pouvoir justement taxer les produits issus de la déforestation légale et détaxer les produits qui sont certifiés zéro déforestation. Il existe des certifications dans le bois, pour l'huile de palme, pour le soja, qui ne sont pas parfaites, mais qui progressent, qui intègrent de plus en plus des critères zéro déforestation. Et je pense que les politiques publiques gagneraient à utiliser ces instruments privés, mais qui gagnent en efficacité parce que cela permettrait de travailler au cas par cas de manière beaucoup plus fine. Voilà, mais c'est un long débat qu'on n'a peut-être pas le temps sur lequel j'ai pas trop le temps de m'étendre. Merci beaucoup. Donc, nous, ce qu'on vous propose pour conclure, on a encore quelques voilà, 20 minutes ensemble. Vous pouvez maintenant participer. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, on voit que Boris a répondu à pas mal de questions. On va continuer à essayer d'y répondre. On va essayer de rentrer maintenant dans la notion d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? On a vu qu'il y a plusieurs leviers. On a vu aussi que les citoyens ont pu avoir des impacts aussi, notamment sur les mobilisations autour de l'huile de palme. On va essayer de parler un petit peu plus de ces sujets. Et avant ça, on vous propose un petit exercice en ligne. On va vous le mettre dans le chat, un lien, un petit questionnaire. Vous avez vu qu'il y a plusieurs leviers d'action à son échelle, à l'échelle des entreprises, à l'échelle des politiques. On voudrait un petit peu vous sonder. Je vais vous mettre ce lien directement dans le chat. C'est un lien voilà, qui va se formuler comme Menti et on va répondre tous ensemble à cette question suite aux échanges là, de nos intervenants. Qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce qui vous semblerait avoir le plus d'impact pour lutter contre la déforestation? On aurait pu mettre beaucoup plus de réponses, on a voulu un petit peu limiter. Donc n'hésitez pas à y répondre, vous cliquez directement sur le lien, vous choisissez votre action et derrière, ça va s'afficher en live directement. On pourra aussi commenter cela derrière, parler des solutions d'action. Voilà, on voit donc pour l'instant, Nous n'hésitez pouvons pas. commenter aussi.
Ah bah, voilà, vous allez pouvoir commenter effectivement. On va attendre encore un petit peu Ouais, que les les réponses résultats. arrivent. Ça s'active. Alors pour l'instant, on a réduit notre consommation de viande en tête. Café, le chocolat, personne n'a envie de limiter sa consommation. On sent qu'il y a des consommateurs dans la salle. Ah oui, oui, mais ça c'est le sujet difficile. Sans café, c'est difficile quand même. De toute façon, il y a plus de forêt en Côte d'Ivoire, donc tout va bien. Il n'y a plus de déforestation, donc. Ah, il en reste encore un peu, il en reste. Presque Alors on a plus. fait sur les deux dernières questions, il y a vraiment une différence. C'est soutenir des actions locales, terrain, dans les pays, accompagner les populations locales. Et les autres, bah, c'est voilà ce que fait le métier de Boris, hein, c'est d'accompagner, d'aider toutes ces ONG qui font plutôt du plaidoyer pour faire bouger les lois. Ah, une ONG. Ça remonte. Je vais regarder donc le nombre de réponses par rapport au nombre de participants. Où est-ce qu'on en est? Hop, je me reconnecte. Donc nous avons. Ah, ça y est, ça revient. Ah, voilà, il y a une personne, je pense, qui a décidé Qui de n'aime pas le chocolat, qui limiter. n'aime pas le chocolat. Peut-être. Problème de foie, sans doute. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&R. On va vraiment rentrer dans le débat. Là, ça va être vraiment l'enjeu. C'est de répondre à vos questions. Ah, justement, une question, devenir végétarien ou vegan est le plus facile, donc le plus d'impact. Ah Je ben là, je voudrais pense, rebondir là-dessus, moi, justement, précisément, si tu me laisses la parole. on a 15 participants, donc la moitié des participants ont répondu. Je pense qu'on a un peu un état des lieux là. C'est effectivement ce sujet-là qui a, qui a remporté les votes. Vas-y Alain, à toi. Alors moi, je pense effectivement qu'il faut réduire la consommation de viande pour des tas de raisons, de manière absolue, c'est tout à fait clair. Y compris parce qu'il y a la question du méthane, il y a la question du soja, la question de l'usage des terres, bien sûr, l'occupation par le bétail. Maintenant, faut-il devenir vegan ou arrêter la consommation de viande? Franchement, je ne le pense pas. C'est pas parce que j'aime la viande, c'est simplement c'est pour deux raisons. D'une part, et d'ailleurs, ça va être la même chose pour le café et le chocolat. Le problème, c'est pas de ne plus acheter, c'est d'être sélectif. C'est-à-dire que aujourd'hui, acheter de la viande d'animaux qui sont élevés à l'herbe dans des zones marginales dans lesquelles effectivement la meilleure manière de mettre en valeur le paysage, l'espace et le territoire, c'est précisément de faire du pâturage, d'avoir des pâturages. Donc, je vous rappelle que les prairies stockent énormément, absorbent et stockent beaucoup de carbone. Donc, c'est tout à fait important. Donc, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et donc là, si on mange moins de viande, mais on mange de la viande de qualité dont on ne sait pas de l'élevage industriel avec des bœufs ou des porcs élevés au soja, mais qu'on a de la viande de forte qualité, qu'on va payer plus cher, bien évidemment, de toute façon, et bien là, je pense que disons que c'est une autre affaire et c'est même tout à fait intéressant. Et si tout le monde devient vegan ou végétarien, ben, il n'y aura plus de bœufs, il n'y aura plus effectivement d'animaux. Et alors là, ça veut dire une chose aussi très importante. Ça veut dire que une des choses qu'on veut faire en agroécologie, c'est de retrouver le lien entre l'agriculture et l'élevage. Parce que c'est au fond, vous savez qu'on fait plus de rotation fait, finalement en France et dans les pays européens. Avant, il y avait des rotations avec, disons, légumineuses, etc. Et une interaction, les déjections des vaches ou avec le fumier, ça venait de la matière organique naturelle qui venait effectivement disons, redonner de la fertilité aux terres. Et on a abandonné ça puisque maintenant on met des engrais chimiques, on met du NPK qui est produit avec de l'ammoniac venant de Russie ou des choses comme ça, hein, enfin quand ça venait de Russie, bon, ou de l'urée et autres. Et donc, de ce point de vue, si on veut retrouver une agriculture paysanne avec des rotations, avec un système de rotation dans lequel l'élevage a toute sa place, parce que précisément la fumure de l'élevage va être un élément qui va permettre d'apporter une bonne partie, disons, des éléments fertilisants dans le sol, eh bien, ça veut dire qu'il faut continuer à avoir des animaux. Bien évidemment, non seulement pour mettre en valeur, pour, disons, des territoires marginaux où on ne peut pas faire d'agriculture, les paysages de montagne notamment, etc., mais également, tout simplement, pour revenir dans le cycle de l'agriculture paysanne de polyculture élevage. Et ça, c'est assez fondamental. Et si on ne le fait pas, si on n'a plus de bœufs, eh ben, qu'est-ce qu'on fera? Ben, on mettra des engrais chimiques, des engrais de synthèse, du NPK, etc. Parce que tout le monde ne va pas passer à l'agriculture bio. Et même dans l'agriculture bio, il faut mettre du phosphore quand il en manque, etc. Voire des engrais azotés. Donc, je pense que là aussi, le problème, c'est d'être sélectif
Pareil pour le café et le chocolat. Pour moi, fondamentalement, on peut avoir du chocolat certifié zéro déforestation. Par exemple, le standard Rainforest Alliance a une politique tout à fait correcte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trou, hein. On pourra toujours trouver des choses où ça ne marche pas. Comme tout instrument, il y a quelques défauts, mais ça s'améliore. Il vaut mieux acheter du café, du chocolat qui soit certifié, à la fois sur les questions sociales de commerce équitable, mais aussi sur le respect de l'environnement, non déforestation. Et donc, ce n'est pas tellement de limiter, c'est d'être sélectif dans les choix de consommation. Entendu. Donc c'est peut limiter ou réduire, mais surtout privilégier. Et il y a un commentaire justement, hein, dans le chat. On peut avoir de la viande localement, ça fera vivre les fermiers voisins. En Et plus. aussi peut-être cette notion, voilà, il y a une viande qu'on peut consommer ici en France, qui n'a pas le même impact que la viande consommée à l'international. Toi, Boris, ce sondage, qu'est-ce qui te fait penser, cette question notamment de la viande, comment vous la traitez à Mighty Horse notamment? Bah, j'ai à peu près le même avis que Alain, mais à nouveau, c'est la priorisation et le poids qui est donné à chaque argument que je ferai évoluer. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on regarde le poids des mammifères sur Terre, le poids des mammifères sur Terre cumulé, le poids des mammifères sauvages, c'est 4% du poids des mammifères sur toute la Terre. C'est-à-dire les baleines, les girafes, tous les mammifères, le poids de tous les mammifères sauvages réunis, c'est 4%. 4% du poids total. 30%, c'est l'être humain, et le reste, c'est les bovins et les ovins et les caprins. Donc, tout ça pour vous dire que l'élevage a un poids énorme sur Terre. L'élevage a un poids énorme sur Terre, et le premier message à avoir, c'est il faut réduire la consommation de viande, il faut réduire l'élevage sur Terre drastiquement. On est complètement à côté de la plaque en termes d'usage des sols, quand on voit l'usage qui est fait, moi, que j'ai eu la chance d'aller au Brésil, en Amazonie, on voit que 80% des terres, c'est des terres pour les 90% des terres, c'est des terres soit pour le pâturage, soit pour nourrir des élevages européens. Et ce qui reste, c'est pour faire des agrocarburants. Il n'y a rien qui sert pour l'élevage, pour nourrir l'être humain, quoi. Enfin, pour nourrir les êtres humains directement. Parce que bien évidemment, ils considèrent que l'élevage bovin, c'est pour nourrir l'être humain, mais indirectement. Donc, tout ça pour dire que le premier message à avoir, et qui celui qui doit prendre le plus de place dans nos messages, c'est réduire la consommation de viande, bien sûr. Il faut déséquilibrer, enfin, il faut revenir à un équilibre viable pour la planète, pour la Terre, entre les élevages, la part de l'élevage qui, en effet, peut rester, on n'est pas contre l'élevage, et les animaux sauvages. Ça, c'est le premier message. Et donc, en gros, le message que moi, je souhaite avoir, c'est de dire il faudrait arrêter de consommer de la viande industrielle. Euh, Par exemple, sur la volaille, en tout cas, moi, ce que je mets en place, pour moi, c'est de manger que des élevages, que issus d'élevages que je connais, ou mes propres élevages qui font des œufs, etc. Donc, j'ai la chance de pouvoir le faire, je peux le faire. Mais sinon, voilà, pas de volaille que l'on consomme notamment dans les restaurants ou des sandwichs, etc. Parce que là, on est certain que ça vient d'élevages industriels qui ont tous les impacts qui ont été évoqués. Concernant l'élevage bovin, c'est vrai qu'il permet de maintenir des paysages ouverts et avoir certains intérêts, même en termes de biodiversité, dans nos contrées. Euh, mais pareil, c'est quelque chose qu'il faut savoir que quand on mange de la viande, majoritairement, c'est de la viande de réforme, euh, viande rouge, hein, je veux dire, de réforme, donc qui est issue d'élevage aussi intensif. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ce qu'il faut arriver à faire, c'est surtout de dire, et moi c'est le message que j'aurais, c'est on arrête la viande issue d'élevage industriel, euh, parce que ce qui se passe, et ça c'est vrai, c'est-à-dire que les gens qui mangent moins de viande, c'était des gens qui mangeaient déjà de la viande de qualité. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est pour vivre à la campagne, c'est ce qui se passe. Et donc, j'ai aussi ce côté-là de l'histoire. C'est-à-dire que les éleveurs qui faisaient de l'élevage pas trop de la mauvaise façon, on va dire, ils subissent des pertes de volume. Enfin, on consomme moins leurs produits parce que ceux qui mangeaient de l'élevage de qualité sont ceux qui ont arrêté la consommation de viande. Donc, en fait, ce message qu'on a là entre nous, il n'est pas aux gens qui sont autour de cette table, parce que j'imagine qu'on fait tous attention à ce qu'on mange comme viande, mais c'est plutôt des gens qui continuent à manger de la viande à bas coût, soit dans les fast-food, soit dans les grandes surfaces qui font des promotions. Et en général, quand il y a des promotions, bah, c'est que ça vient d'élevage où il y a même pas français, quoi. Donc Bah, il y voilà, a- donc, le sujet, c'est pas tant, voilà, c'est vraiment de prioriser le fait de réduire cette consommation de viande industrielle. Ok, bah, il y a deux commentaires, hein, dans le chat qui vont vraiment en lien avec ce que vous dites. Notamment, on peut manger de la viande d'élevage local, mais
ça n'empêche pas que parfois, ils consomment du soja importé, voire même une demande de maïs qu'on produit ici en France et qui demande beaucoup d'eau, notamment l'été. Ça pose aussi des questions. Et une autre question, et je pense que ça sera difficile d'y répondre, comment rendre accessible cette alimentation raisonnée à une majorité de la population? On sent que ça reste des C'est questions tout à fait possible d'y répondre, complexes. Jonathan, c'est tout à fait possible d'y répondre, c'est de réduire les portions. On a tendance à manger des portions de viande très importantes. Si on mange de la viande de qualité qui vaut peut-être plus cher, ou si on connaît le producteur, ou si c'est la même de la viande qu'on produit soi-même, etc., il suffit de réduire les quantités, en fait. On n'a pas besoin de manger autant de viande, mais par contre, on peut en manger moins. Donc, si, au lieu de manger des portions à 200, 300, 400 grammes, et si on les rationne, ou qu'on mange moins, ou qu'on mange les lardons, par exemple, enfin, c'est des exemples assez bêtes, mais voilà, on peut réduire ces portions et donc en consommer, mais de façon pas que ce soit le plat principal, que ce soit un complément d'un plat. Ok, très bien. Et je vous ai mis dans le chat donc un autre rapport qu'a produit donc l'association Envolver la forêt, la forêt à la chair de poule. Donc c'est un rapport que vous avez publié notamment sur une analyse. Vous êtes concentré sur le poulet parce que la filière du poulet en France, parce que justement ce que tu disais avant, c'est là où il y a le plus d'impact, notamment avec la question du soja. Et vous avez regardé un petit peu tous les labels. Et essayer d'identifier est-ce qu'on pouvait se fier à certains labels pour limiter notre impact aussi. Alors forcément, il y a le poulet nourri par des cultures locales, mais après, on peut encore faire des choix qui limitent un petit peu les risques. Vous avez fait cette étude avec Open Food Fact, hein, si je me souviens bien, donc vous la trouvez dans le chat. Et on vous réinvite, hein, vous a mis aussi le lien à tester l'outil Empreinte Forêt hein, qui a été développé par Envolver, ce petit quiz. Je crois qu'il y a 16-17 questions. Ça vous permettra un petit peu de voir hein, les leviers d'amélioration que vous avez. On voit aussi qu'il y a un sujet hein, sur engager les entreprises à réduire la déforestation. Et il y a une question dans le chat qui demande, voilà, que pensez-vous des engagements zéro déforestation des grandes entreprises? Alors, on voit qu'on a affaire à des spécialistes nets et bruts à horizon 2030-2035, approche par analyse de cycle de vie, substitution des matières premières sensibles. Voilà, on l'a vu, vous l'avez échangé, il y a aussi un engagement des entreprises. Est-ce que ces engagements zéro déforestation sont au bon niveau aujourd'hui? La question sur le net et brut est intéressante parce que, en gros, la plupart des entreprises, des grandes entreprises, en tout cas occidentales, hein, pour les entreprises chinoises et asiatiques ou autres, on est effectivement très loin d'avoir ces engagements. Mais une des manières dont les entreprises, certaines entreprises en tout cas, ont posé la question du zéro déforestation, ils ont dit on fait de la zéro déforestation nette. Ça veut dire que voilà, on va par exemple déboiser certaines parties de forêt qui ont été déjà un peu dégradées par l'exploitation ou par autre chose. Donc c'est de la déforestation, mais on va compenser en plantant des arbres ailleurs, en plantant des eucalyptus par exemple. Voilà. Donc c'est là, visiblement, il y a eu un certain nombre d'études qui sont sorties pour montrer que véritablement il y avait un problème, que lorsqu'on était dans cette logique, on ne réduisait pas vraiment la déforestation parce qu'on avait toute la perte de biodiversité, toute la perte d'une série de services associés aux forêts naturelles, même si ce ne sont plus des forêts primaires, même si ce sont des forêts dégradées. Mais et les compensations, des fois, ne sont pas faites. D'ailleurs, elles sont faites beaucoup plus tard. Et en plus, on a des champs d'arbres, des plantations qui sont très, très pauvres en biodiversité, qui peuvent même poser des problèmes. Donc, il faudrait plutôt qu'il y ait des engagements sur la déforestation brute. Alors, quand ces engagements fonctionnent, bon, on parlait tout à l'heure du moratoire sur les sojas en Amazonie, des années 2000, ça a assez bien fonctionné. Alors, bien sûr, ça déplace. Ça veut dire que globalement, ça a d'autant mieux fonctionné que les entreprises avaient une solution, c'est partir sur les Cerrado. Bon, et donc, c'est ce qu'elles ont fait. Donc, oui, il est absolument important que des ONG, des chercheurs regardent l'impact de ces engagements zéro déforestation, de préférence zéro déforestation brute des firmes, même si elles sont pas très. Souvent, les firmes n'aiment pas trop, préfèrent parler de net. Et sachant que les fuites vont être inévitables, c'est-à-dire que le grand jeu, ça va être éventuellement de faire ailleurs. Et encore une fois, je ne suis pas en désaccord avec Boris. Je sais que ce n'est pas un argument de dire qu'il ne faut rien faire parce qu'il y aura une réorientation des
des flux et des fuites, ce n'est pas un argument, mais c'est un constat. On est d'accord, c'est ce qui va se passer. Donc, il faudra bien regarder. Et le problème, un des problèmes, c'est la responsabilité des groupes, c'est-à-dire de faire en sorte, mais ça existe notamment dans certaines certifications, et les ONG aussi se veillent à cela, qu'un groupe, même s'il a des filiales, que si effectivement une filiale a des problèmes, déboise quelque part, ce soit l'ensemble du groupe qui soit pénalisé. Enfin, c'est-à-dire que la responsabilité de tout le groupe soit engagée. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important. J'ai mis dans le chat, juste avant de partir, mon rapport sur IFRI, sur la géopolitique des forêts du monde et stratégie de lutte contre la déforestation. Donc, je crois que tout le monde l'a. Donc, si vous voulez, c'est en libre accès. C'était un document de l'IFRI que j'ai fait l'an dernier. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais proposer à nos intervenants de conclure. Déjà, je vous remercie d'avoir participé à ce chat, pour vos questions aussi, c'est vraiment essentiel. Donc, toujours beaucoup plus agréable d'être en direct, mais bon, malheureusement, c'était difficile d'organiser pour l'ensemble des intervenants. Mais merci encore à vous, hein, ça fait 1 an que cette conférence est programmée, donc merci d'être là, d'avoir joué le jeu. Je pense que Boris, tu as déjà euh, parlé un petit peu de le levier, mais je te laisserai conclure quand même après. Quel est pour vous le conseil là, vous allez pouvoir donner à notre assistance, le levier là, tout de suite on coupe, qu'est-ce qu'on peut faire directement pour agir contre la déforestation? Alain, je te propose de commencer. Quelle serait ta recommandation? Qu'est-ce qu'on Alors, peut pour faire les là aujourd'hui? citoyens, oui, pour les citoyens européens, je dirais que bon, les leviers, bien sûr, c'est notre consommation. J'en ai parlé tout à l'heure. Le problème, bon, je ne vais pas revenir sur la consommation de viande, je suis d'accord, c'est d'être sélectif, c'est d'accepter. Alors, il faut avoir du discernement dans la consommation. On a des labels, des certifications qui ne sont pas parfaites. Tous et toutes ne se valent pas. Mais donc, c'est aux citoyens de faire un peu l'effort de voir quels sont les plus rigoureux, les plus crédibles. Et après, c'est d'accepter à la fois de changer ses modes de consommation, manger moins de viande par exemple, effectivement, et accepter aussi de payer plus cher un certain nombre de produits. C'est-à-dire qu'il est clair que du chocolat zéro déforestation ou du café zéro déforestation, ça sera plus cher. Parce qu'en plus, il n'y a pas que la question de la déforestation, il y a la question de la rémunération équitable pour les producteurs de cacao, de café. Donc, il y a toute cette dimension à la fois revenu décent pour les producteurs, la dimension éventuellement minimiser les pesticides ou ne pas en avoir du tout, ou le moins possible, et la dimension ne pas contribuer à la déforestation. Tout ça sont des contraintes sur les producteurs, donc faut qu'on accepte de payer plus cher effectivement des produits de bonne qualité, mais avec un certain nombre de garanties. Et il faut, disons, accorder une confiance raisonnée, mais une confiance quand même, disons, au système de certification, même si, bien évidemment, ils ne sont pas parfaits, mais ils progressent. Merci beaucoup. Et Boris, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Mais déjà, on va être positif, c'est que dans le pays où il y a le plus de déforestation au monde, il y a un nouvel élan politique, même s'il est réprimé parfois fortement, et que sans engagement politique fort dans ces pays, dans les pays producteurs, en l'occurrence, il y a peu de chances en effet d'avoir des résultats importants. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est le moment de ne pas baisser les bras, de ne pas se dire que c'est bon, c'est gagné, tout va bien aller, mais au contraire de se dire c'est maintenant qu'il faut agir. Et en l'occurrence, par rapport au Brésil, je vais parler de l'autre côté. L'autre côté est un peu l'engagement citoyen, vu que Alain a bien parlé de l'aspect consommation. L'engagement citoyen, quand on voit qu'on a 2 groupes français, donc le groupe Carrefour et Casino, et je pense à ces groupes qui essaient d'avoir qui essaient d'avoir, on va dire, une communication très verte ici en France par rapport à leurs pratiques, et qu'on voit que dans le pays, donc au Brésil et en Colombie pour Casino, ils font le gros de leur marge en fait, financière. Je pense qu'il faut se rendre compte aussi des acteurs auprès de qui on s'approvisionne, pas seulement sur ce qu'ils proposent donc en France, mais aussi sur leurs pratiques à l'étranger. Et donc, voilà, ne pas hésiter à les engager, à les questionner là-dessus, parce que clairement, voilà, ces 2 groupes sont les plus gros vendeurs de viande dans le monde. Pardon, sont les plus gros vendeurs de viande au Brésil. Et donc, comme on l'a dit, vu que ces matières premières sont consommées localement, la viande de bœuf, ils ont un impact énorme sur ce qui se passe au Brésil. Et donc, sans un engagement fort de ces groupes-là, même si le président Lula au Brésil va changer les politiques, bah, ça ne changera pas assez vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Amazonie au bord de points de rupture, comme beaucoup de points de rupture qu'on a dans le monde. Mais sur l'Amazonie, il y a certains chercheurs qui disent qu'on a déjà passé le point de rupture et qui fait que l'Amazonie deviendrait
une savane, c'est-à-dire qu'au lieu d'être une forêt tropicale humide, elle deviendrait une forêt tropicale sèche et relarguerait de grandes quantités de carbone, à peu près l'équivalent de 2 années d'émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc voilà, donc ça se passe maintenant. Donc si on loupe cette opportunité qu'on a quand même forte avec un nouveau président au Brésil, ben, on n'y arrivera pas. Et donc là, il y a une grosse responsabilité de 2 groupes français chez qui vous allez faire vos courses, j'imagine, régulièrement. Carrefour et Casino. Casino, vu que vous êtes peut-être à Paris, c'est le groupe aussi Monoprix, Naturalia, etc., etc. Donc Franprix aussi. Donc voilà, ces groupes-là, n'hésitez pas à les challenger sur leurs pratiques dans les pays où il y a de la déforestation. Donc, allez voir la campagne de Mighty Earth. Merci beaucoup à vous deux pour ce témoignage, vos expertises qui ont été remerciées dans le chat. Merci aussi à la Maïf Social Club d'organiser ce temps d'échange, de débats de qualité qu'on a organisé donc avec Lorraine qui est ici présente, qui nous aide énormément, et également Anouk qui a organisé aussi toute la partie conception de l'éditorial de ce site de conférence. Nous, on a hâte de vous retrouver en présentiel pour le coup. Donc la prochaine conférence, si je ne me trompe pas, c'est dans quelques semaines. Vous pouvez le retrouver dans la Maïf, sur le site de la Maïf Social Club. On parlera donc de la définition de la forêt, parce qu'on a vu que cette définition-là est très géométrique. Il y a peut-être d'autres définitions, d'autres personnes parlent avec une autre vision de la forêt. C'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on n'a pas tous la même vision de ce qu'est une forêt, et donc bah, on a du mal à avancer, à parler de la même chose. Et le 25 mars, je vous ai mis le lien dans le chat. On organise un atelier de la fresque de la forêt. On attend, je pense, je ne me trompe pas, 60 participants. Un atelier pédagogique ludique sur lequel vous allez pouvoir participer, apprendre plein de choses sur les questions des causes et conséquences de la déforestation, les leviers d'action. Merci à tous. Merci à Alain, merci à Boris, merci à Lorraine qui est aussi Merci à présente toi aussi, pour cette Jonathan. soirée. De rien, c'était un plaisir d'animer ça et merci pour vos questions. On a hâte de vous retrouver en présentiel et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au Merci. revoir. Au Merci, revoir. bonne soirée à tous et à toutes.